visioconférence, la présentation des résultats de l'étude d'impact territorial du PIL, étude fondée sur la méthodologie BSIS, Business School Impact System. Alors on va en parler en long, en large et en travers tout au long de cette soirée ensemble. Le BSIS qui est un dispositif qui a été conçu pour déterminer l'étendue et la nature de l'impact d'une école de management sur son environnement local. Et je le précise parce que c'est très important évidemment, c'est la première fois qu'un pôle comme le PIL est évalué par cette méthode. Nous allons donc parler du rapport qui a été rendu par les experts, les grandes lignes, les conclusions, parler de plusieurs thématiques, notamment 7 au total, avec des impacts bien sûr financiers, économiques, éducatifs, sociétal, l'impact également dans l'écosystème régional, sur la production intellectuelle et sur l'image dans notre territoire. Nous allons en parler avec différents intervenants, avec notre expert qui est avec nous, Pierre-Louis Dubois, dans un instant, et avec le responsable du PIL, Christophe Schmitt, qui est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci de nous recevoir donc dans ces locaux. Alors je vais vous laisser nous dire quelques mots d'introduction, évidemment pour nous rappeler les grands enjeux de cette enquête qui a été publiée donc par la méthode BSIS. Alors tout d'abord, l'intérêt, on va dire, d'aller sur cette méthode, ça fait 10 ans que le PIL existe. Alors, les résultats sont positifs, les succès sont là, le travail est collectif et on voulait avoir un regard sur nous-mêmes, sur notre façon de pratiquer, sur notre façon de faire et aussi pour pouvoir s'améliorer. Donc on a eu, on va dire, l'occasion de faire des échanges avec la FNEJ sur les méthodes qui étaient développées, de pouvoir innover et d'essayer ça sur un dispositif sur l'entrepreneuriat. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi donner à voir à l'entrepreneuriat avec un peu plus de granulosité, de finesse, notamment par rapport à nos partenaires et par rapport à ce qui est fait sur le territoire. Et qu'on comprenne mieux, on va dire, cette fabrique de l'entrepreneuriat qui se met en place avec plein d'étudiants entrepreneurs, des collègues universitaires qui sont aussi avec nous et aussi avec les partenaires socio-économiques et qu'avec ça, on puisse voir en gros où on va et comment on peut continuer à travailler ensemble. On peut parler évidemment de rayonnement, hein. C'est aussi l'intérêt de mesurer ce rayonnement du PIL, vous l'avez dit, après un peu plus d'une décennie d'existence. Alors, quand on a commencé il y a 10 ans, c'était la question souvent, mais combien de créations d'entreprises, quels sont les indicateurs et c'est vrai que c'était un peu difficile pour nous, on va dire, de pouvoir y répondre. Et petit à petit, voilà, on s'est organisé, on s'est structuré. Et puis, l'impact BSIS nous a permis aussi, justement, de se professionnaliser par rapport à notre façon de faire et de pouvoir donner des résultats. Vous avez parlé de 7 thèmes et qui nous permettent de pouvoir évaluer sur chaque endroit l'impact qu'on peut avoir et de pouvoir aussi générer des recommandations pour la suite. Alors nous sommes en 2022, effectivement, nouvelle année pour le PIL avec des nouveaux défis qui vont arriver très vite. Alors, juste pour l'ensemble, on va dire, de nos partenaires, hein, 2022, c'est une nouvelle année, meilleurs vœux à tout le monde, et puis surtout, on va dire, des projets et un travail, on va dire, un collectif, un travail ensemble qui est important, qu'il faut, on va dire, porter. On connaît la situation qui est la nôtre actuellement. On aura l'occasion d'y revenir sur justement l'impact que ça a pu avoir sur l'entrepreneuriat des jeunes. Mais justement, c'est une année sûrement de nouveaux horizons où justement il faut travailler sur ressouder, refaire du lien pour pouvoir porter des projets. On aura l'occasion de revenir, les projets sont là, mais l'écosystème doit se remobiliser peut-être encore plus que d'habitude pour pouvoir avancer. Alors nous sommes en compagnie également de Pierre-Louis Dubois, qui est professeur émérite à l'Université de Montpellier. Dans quelques instants, on échangera avec vous, professeur, sur évidemment la méthodologie. On va être en direct tout de suite depuis Metz avec le président de l'Eurométropole de Metz et également le vice-président au Conseil régional en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. François Grosdidier est avec nous par visioconférence. Bonsoir à vous François Grosdidier. Alors on va parler évidemment du PIL ce soir qui suscite un vrai intérêt entrepreneurial chez les jeunes. C'est même, on peut le dire, même l'une des marques de fabrique de l'Université de Lorraine. Bah écoutez, voulez-vous dire qu'effectivement, je tenais à être avec vous, avec ma double casquette de vice-président de la région en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, mais aussi en tant que président de l'Eurométropole de Metz, parce que nous... c'est pour nos territoires, et qu'il s'agisse d'une collectivité et de l'autre, essentiel que de favoriser la vocation entrepreneuriale chez nos étudiants. D'abord, pour un territoire, une de ses premières ambitions, c'est d'accrocher et de conserver ces jeunes. Ce qui est d'ailleurs un problème qui se pose
au territoire du Grand Est. Souvent, nous les perdons à deux moments, lorsqu'ils commencent leurs études supérieures, et pour ça, il faut qu'ils trouvent l'offre qu'ils souhaitent sur le territoire, et lorsqu'ils cherchent leur premier emploi. Et l'entrepreneuriat est à la fois une solution d'insertion professionnelle pour les jeunes eux-mêmes, à hauteur de la formation et des qualifications qu'ils ont su acquérir, et c'est aussi un vrai gisement de création d'emplois et de valeur ajoutée sur un territoire. Paraît essentiel d'abord de montrer aux jeunes qu'il n'y a pas que le salariat privé, qu'il n'y a pas que le fonctionnariat, et qu'une autre voie est possible avec l'entrepreneuriat, et que c'est à leur portée. Et pour ça, il faut qu'ils le découvrent souvent pendant le temps de leurs études, s'ils ne découvrent pas par ailleurs, et si possible dans le temps de formation et d'enseignement, pour bien pouvoir considérer que c'est pas forcément si compliqué, que c'est possible, que c'est à leur portée. Il faut aussi permettre aux étudiants entrepreneurs d'être en contact sur le territoire avec tout le développement, avec tout l'écosystème de développement économique entrepreneurial. Il est parfois assez complexe, je trouve que parfois il ressemble un peu à un maquis, mais il présente également aussi beaucoup d'opportunités et de potentialités, avec les assemblées consulaires, les agences de développement, les incubateurs, les banques, l'ensemble des réseaux disponibles. Il faut vraiment que favoriser la mise en réseau de ces jeunes étudiants avec ce monde. Il faut aussi développer les compétences en matière de créativité, d'innovation, et les intégrer dans les entreprises du territoire, intégrer ces jeunes, même s'ils ne deviennent pas entrepreneurs, même si on n'est pas entrepreneur soi-même, quelle que soit sa formation, il est bon d'acquérir cet esprit d'entreprise. Et nous renvoie à l'idée de formation d'une main-d'œuvre je veux dire, de haute qualité, pas simplement parce qu'elle est qualifiée, spécialisée, mais parce qu'elle reste curieuse, attentive, adaptable, à la recherche d'opportunités. C'est qu'il convient de développer chez l'ensemble de nos étudiants. Ensuite, je voudrais saluer, parce que je suis l'excellence du PIL, d'ailleurs, excellence qui est reconnue au niveau national, appartient l'une des deux pépites, quoi, nous avons trois pépites en région Grand Est. Moi, je veux souligner, voilà, au titre de mes deux fonctions, cette excellence et d'assurer le PIL de tout notre soutien au niveau de nos deux collectivités. C'est aussi le moyen, cet esprit d'entreprise, et c'est un peu révolutionnaire, c'est aussi un des moyens de fédérer l'ensemble du monde de l'enseignement supérieur, de l'université, de nos grandes écoles. C'est un sujet qui est fédérateur, et d'ailleurs, PIL s'adresse à tous. Et enfin, c'est aussi le moyen de proposer des parcours qui sont originaux, parfois attractifs, avec des doubles cursus d'ingénieur entrepreneur, et c'est franchement un atout pour notre territoire que de pouvoir proposer parfois, je pense notamment à l'expérience de l'IAE, des cursus sur mesure. Voilà, donc là, ce que je tenais absolument à vous dire en ces quelques minutes depuis la voiture entre Metz et Troyes, en vous saluant et vraiment vous assurant de tout mon soutien, et en disant que vous êtes
vous jouez un rôle absolument fondamental pour nous aider à relever les défis qui se posent à la métropole, à la région. Et quand je parle de la métropole, ce n'est pas simplement de la métropole sur son territoire pour ses habitants. Je pense que les métropoles ont aussi une responsabilité de locomotive pour tous les territoires périphériques et dans lequel l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation jouent un rôle absolument fondamental. Merci beaucoup. Merci beaucoup François Grosdidier de vous être arrêté quelques minutes pour nous parler et souligner effectivement encore une fois l'excellence du PIL. Nous allons donc en parler également tout au long de cette soirée. Avec vous également Pierre-Louis Dubois, vous êtes professeur émérite à l'Université de Montpellier, auditeur BSIS. Donc voilà, vous avez largement œuvré, participé à établir aujourd'hui ce rapport qu'on va parcourir dans quelques instants. Alors rappelez-nous un petit peu les intérêts, les grandes lignes de cette méthodologie qu'est le BSIS. Le BSIS, juste un petit mot d'histoire, c'était pensé il y a une dizaine d'années maintenant, lors d'un colloque, qui est un colloque de l'EFMD, l'European Foundation for Management Development, où sont réunis l'ensemble des directeurs d'écoles de management et des IAE. Ces directeurs me disaient, oui, on a une évaluation vraiment maintenant très fréquente et véritablement importante, à la fois de la recherche et de la formation. Et pourtant, nos écoles ont tout un tas d'autres intérêts pour une ville, pour une région, puisqu'elles permettent de développer à la fois au plan économique, au plan des méthodes, grâce à nos étudiants, grâce aux stages, grâce aux professeurs, grâce aussi aux échanges, grâce aux parents qui viennent. Il y a tout un développement économique qui se fait. Et ce développement économique, social, sociétal, ce développement d'image aussi, ce développement d'attraction, n'est pas pris en considération. Il ne compte pas, comme si on ne s'intéressait qu'à la qualité de la formation, ce qui est déjà très bien, la qualité de la recherche. D'où l'idée qui nous est venue au sein de la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises en France, qui regroupe l'ensemble des écoles de commerce, et très vite au niveau international, avec le FMD, qui développe des accréditations dans l'ensemble des continents, auprès des universités qui représentent un niveau mondial, de mettre en place une méthode qui est une méthode qui permet de porter une évaluation externe, mais aussi à partir de tout un travail interne sur ce qu'est l'impact véritable d'une école de management sur son environnement. Alors là, dans ce cas précis, concernant le PIL, vous avez dû adapter évidemment vos critères, une méthode remise un peu au goût du jour en fonction du pôle que vous allez évaluer. Exactement. Alors devant le succès de cette méthode, il y a plus de 60 BSIS classiques qui aujourd'hui dans le monde, 30 en France et puis 30 maintenant à l'étranger. Il y a eu un intérêt, et ça continue, qui a été porté sur cette méthode, parce que c'est une méthode qui, en fait, est rigoureuse. Elle comprend 7 dimensions, 120 critères, et ces dimensions, ces 120 critères qui ont été appliqués aux IAE, par exemple ici, l'IAE de Metz, l'IAE de Nancy, aussi une école comme l'IDMC. Eh bien, les professeurs, et notamment mon ami Christophe Schmitt, a dit moi, ça m'intéresserait de faire la même démonstration avec le pôle étudiant entrepreneur de Lorraine. Et à ce moment-là, il y a eu tout un travail d'adaptation qui a été fait. Et là, on est passé dans une méthodologie qui est une méthodologie un peu différente, mais qui en fait reprend les mêmes bases et on le verra au fur et à mesure de la soirée, a du sens sur chacun des 7 impacts qui sont les impacts principaux du BSIS. Alors je crois que vous vouliez vous-même souligner déjà 5 points en entrée que vous avez relevés concernant le PIL. Alors concernant le PIL, on peut véritablement... on pourrait développer beaucoup de points, mais il me semble qu'il y a 5 points qui sont quand même centraux. Bon, d'abord, le premier point, c'est que le PIL est vraiment un modèle original. Il a fait école. Là, c'est véritablement, au départ, une particularité. La façon dont a été pris en considération l'entrepreneuriat et la formation des étudiants entrepreneurs, mais aussi la philosophie qui a par derrière, qui se fonde sur un agir entrepreneurial qui n'est pas seulement la création d'entreprises, mais qui est beaucoup plus vaste que ça, et qui est un peu théorisé, notamment par Christophe Schmitt, c'est véritablement un modèle original. Et je crois que c'est une des bases de son succès. Le deuxième point, c'est que l'effet économique du PIL, imaginons, et c'est ce qu'on disait pour le BSIS en général, imaginons qu'on supprime le PIL.
qu'est-ce qu'on supprime avec ça, au plan financier, au plan économique? Il y a un effet tangible qui est remarquable. Je ne vais pas le développer ici, il sera développé au long de la soirée. Le troisième point, c'est le PIL quand même a permis de développer une production intellectuelle. Et là, on est dans la recherche, on est dans les arcanes plus classiques de l'université. Il y a plus de 1000 publications qui ont été faites dans 10 ans quand même. C'est quand même un résultat avec des thèses. Bon, on ne va pas les développer ici maintenant. Le quatrième point, c'est le rayonnement du PIL. Le PIL a eu un rayonnement à l'intérieur même de l'université, au travers de l'ensemble des composantes. Il y a plus de la moitié des composantes aujourd'hui qui ont des référents PIL au sein des composantes, et a permis aussi à l'Université de Lorraine d'être en interaction avec, bien sûr, entre le PIL et l'université, d'être l'université la plus entreprenante de France. Et c'était reconnu depuis 5 ans. Ça, c'est quand même un résultat remarquable pour l'université. Ça lui donne un positionnement. Et au niveau national, au niveau international, quand on parle du PIL, au sein des pépites, quand on parle du PIL, eh bien, on peut dire que là, il y a une marque, il y a un étendard. C'est véritablement devenu une référence en soi. Et ça, c'est pas si facile que ça à monter, notamment les universitaires. Souvent, on pense que tout ce qui est communication n'est pas tout à fait leur champ. Si, quand on regarde le PIL, c'est une marque aujourd'hui. Eh bien, nous allons parler de toute cette thématique. Pierre-Louis Dubois, merci beaucoup. Merci à vous également, Christophe Schmitt. On vous retrouve tout à l'heure pour parler notamment de l'impact financier et l'impact sur l'écosystème régional avec la conclusion. Merci beaucoup. On va passer donc à notre premier thème de la soirée. Il s'agit de l'impact sur le développement économique et j'accueille Nathan Roy qui est directeur adjoint de l'agence Nancy-Saint-Jean, Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne. Merci beaucoup de me rejoindre sur ce plateau. Nathan Roy, merci donc d'être ici. Alors on va parler du développement économique en l'occurrence avec le partenaire que vous êtes, la Banque Populaire, depuis plusieurs années maintenant avec le PIL. On apprend notamment dans le rapport que le nombre d'étudiants entrepreneurs est en constante augmentation depuis la création du PIL, donc il y a plus de 10 ans maintenant. 504 étudiants entrepreneurs l'année dernière, plus de 200 emplois salariés ont été créés notamment par le PIL, des données qui sont quand même révélatrices de l'impact du PIL dans son écosystème entrepreneurial. Est-ce que vous le mesurez, vous, en tant que partenaire du PIL? Tout à fait. C'est-à-dire qu'en tant que partenaire du PIL, on voit bien à travers les crash tests, c'est-à-dire à un moment donné, quand on challenge tous ces projets-là, petit à petit, il y a toujours plus de projets, des projets qui vont plus loin. Et après, là où on voit l'impact sur le territoire, c'est-à-dire que dans l'écosystème, on retrouve ces projets qui mûrissent, donc après qui ont des besoins de financement bancaire qui sont satisfaits aussi par les banques dont nous faisons partie, et après qui vont plus loin dans les levées de fonds. On voit dans l'accompagnement, les projets qui sont portés par les étudiants entrepreneurs du PIL trouvent leur place dans l'écosystème, et après, ce sont des startups qui grandissent, qui mûrissent, où il y a de l'emploi de créer. Et donc c'est vraiment avec plaisir quelque part qu'on peut constater ça, et j'ai des exemples comme ça en tête. Alors évidemment, Jean Massou qui interviendra tout à l'heure en fait partie. On a des exemples aussi récents comme Pierre Thénault, où ce sont des entreprises qui vont vite, qui ont des besoins croissants exponentiels et qu'on a vraiment plaisir à accompagner. Et voilà, c'est l'entreprise de demain, et je trouve ça bien qu'à un moment donné, les banques aussi puissent suivre ces projets nouveaux qui sortent, on va dire, des projets traditionnels. Donc ça fait partie de la nouveauté, et puis c'est très bien quelque part que c'est le PIL et sa place vraiment en tant qu'acteur de l'écosystème, et souvent à la base et à l'origine de bon nombre de projets. Alors la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne-Ardenne soutient la dynamique, on l'a bien compris. Et de quelle manière finalement vous intervenez auprès des étudiants entrepreneurs, auprès du PIL dans son fonctionnement, dans son quotidien? Alors en termes d'intervention, c'est vrai qu'on aime bien avoir des échanges réguliers, c'est-à-dire tous les ans, tout simplement organiser des rencontres avec les étudiants entrepreneurs afin de démystifier la relation avec la banque. C'est-à-dire quand on dit ça, à un moment donné, tout simplement attirer l'attention sur ce qui peut des fois poser problème sur le premier rendez-vous avec son banquier, etc. Lever les barrières un petit peu naturelles qui peuvent se dresser, tout simplement pour qu'il y ait aussi des facilités qui soient créées, des ponts, on va dire, entre le monde de l'entrepreneuriat et puis la banque, bien évidemment. Se mettre à disposition pour échanger, pour lever les questionnements des uns et des autres. Et puis évidemment, ça passe par ces crash tests où on est là pour challenger, pour attirer l'attention sur des détails, sur le prévisionnel, sur un petit peu la structuration, l'offre, la demande, le produit, enfin tout un tas de sujets qu'on peut évoquer où nous on a quand même un œil critique forcément,
mais bienveillant. Hein. C'est aussi vraiment le but. Tout ça se fait toujours dans un esprit de bienveillance pour que le projet puisse mûrir, puisse évoluer positivement. Et puis après, évidemment, on se tient à disposition quand les besoins de financement arrivent pour échanger, aller plus loin, et que ça ne soit pas que des mots, mais aussi des actes et des financements, bien évidemment, d'injecter dans les entreprises. Donc on peut dire, pour conclure, que ces étudiants sont aujourd'hui de précieuses ressources pour le monde économique local et même plus. Et ça fait partie de l'économie de demain, vraiment. Donc moi, je trouve ça a sa place. Et nous, derrière, on est vraiment très contents d'être aux côtés du PIL pour aller dans cette démarche-là. L'économie de demain, il faut qu'elle soit soutenue, il faut qu'il y ait des partenariats de créer. Donc voilà, c'est vraiment le but de la démarche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler du développement économique avec la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Merci. Merci à vous. Et à très bientôt. On va soulever le deuxième impact qui figure dans ce rapport. Il s'agit de l'impact sur la production intellectuelle. Et je reçois ici le directeur de l'IAE Metz School of Management, Julien Husson, pour en parler. Julien Husson qui nous a rejoint sur ce plateau. Alors on souligne notamment, bonsoir tout d'abord, on souligne dans ce rapport que le PIL a de nombreux impacts, qu'ils soient directs ou indirects en matière de recherche. Alors de quelle manière, question assez générale, le PIL participe-t-il à la création, à la fois à la création et à la diffusion aussi également de connaissances? La création de la connaissance passe par la recherche qui est menée avec les acteurs, les étudiants entrepreneurs et les entrepreneurs, et la diffusion de la connaissance passe par les canons classiques universitaires, de la publication, de la formation et de l'accompagnement de projets sur le terrain. La recherche en management en général et en entrepreneuriat en particulier est un peu méconnue. On connaît la recherche médicale classique et puis ses impacts cliniques derrière. Et bien ce que le PIL a essayé de faire et a réussi à faire, c'est construire de la connaissance avec les acteurs du terrain, avec les praticiens du terrain ou les apprentis praticiens que sont les étudiants, développer des outils, des méthodologies qui sont diffusées à travers les dispositifs de formation mis en place par le PIL, à travers des publications académiques et à travers de la communication grand public ou des ouvrages pédagogiques. On souligne notamment dans ce rapport qu'on remarque que le PIL est devenu vraiment le référent en matière d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas ici, bien sûr, en Lorraine, sur notre territoire, et bien au-delà d'ailleurs. Oui, alors comme Christophe Schmitt le disait tout à l'heure, il y a une histoire. Il y a une histoire avant l'Université de Lorraine, où l'entrepreneuriat était diffusé au sein des anciennes universités de Lorraine et un diplôme de master ancien d'ESS en entrepreneuriat est un des tout premiers dans les années 90 à avoir été mis en place en France. Donc on est parti de ce dispositif qui a été catalysé par l'Université de Lorraine, et donc le PIL a rayonné à l'intérieur de l'Université de Lorraine. Ensuite, des réseaux d'experts, de chercheurs se sont mis en œuvre à l'échelle du Grand Est, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, avec des partenaires qui sont en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Des dispositifs de formation au-delà de la formation traditionnelle diplômante innovant, la création d'un statut d'étudiant entrepreneur, et puis des réseaux académiques, les grosses associations scientifiques internationales, et puis des réseaux de lobbying à travers les vice-présidents en charge de l'entrepreneuriat au sein de la conférence des présidents d'université. Alors il y a un exemple quand même qui est assez intéressant, qui a été relevé également dans le rapport, c'est que le PIL, depuis sa création, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, s'est fixé comme mission d'accompagner les projets dès l'état gazeux de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire donc en amont de l'entrepreneuriat. Cette notion d'état gazeux, finalement, elle fait office un peu elle-même de référence, puisque c'est un terme qui a été quelque part un peu inventé par le PIL et qui a été repris à l'échelon national. Tout à fait. Alors c'est un terme qui a été inventé par le PIL grâce aux recherches qui sont menées par le PIL. Alors l'état gazeux est à l'intérieur de l'entrepreneuriat, mais en amont du processus entrepreneuriat. C'est l'espace en amont du processus où l'apprenti entrepreneur se questionne, son projet n'est pas encore tout à fait stabilisé. C'est un espace intéressant parce que c'est là que se crée la valeur. Ce que le PIL a apporté dans cet état gazeux, c'est le développement de méthodologies spécifiques d'accompagnement des porteurs de projets très en amont du processus entrepreneurial pour compléter ce qui se fait de façon un peu plus traditionnelle avec les experts comptables, avec les chambres consulaires, avec les juristes, les fiscalistes, les spécialistes des brevets par exemple. Et bien là, le PIL s'intéresse à l'amont de ces phases entrepreneuriales.
Merci beaucoup de nous avoir parlé de la production intellectuelle, Julien Husson. Donc c'était le deuxième impact soulevé ce soir dans ce rapport qui a été remis par les experts BSIS. On va passer désormais au troisième impact, l'impact sociétal, et nous recevons Jean Massou qui est étudiant entrepreneur et porteur du projet Braille dont on va parler dans un instant. C'est le projet Braille que vous soutenez, que vous soulevez avec un dispositif d'interaction pour les malvoyants et les aveugles. Alors en quelques mots, si vous pouvez nous faire une présentation assez concise et concrète de ce projet-là. Alors Braille, le principe, c'est un dispositif d'apprentissage du Braille de manière autonome et ludique. Donc on va passer par un boîtier, des jetons. Tout le processus d'apprentissage passe par un univers de gamification. On va avoir des mini-activités, des jeux adaptés, accessibles et inclusifs, et toute une application connectée pour un traitement statistique. Alors Braille, est-ce que quelque part, à travers ce projet-là, pour vous, c'est un moyen, on parle là de l'impact sociétal, c'est un moyen de vous engager pour la société qui forcément peut-être, et même au-delà de vous, ça peut être aussi vos anciens collègues de promotion, c'est un engagement pour la société en général. Là, on est vraiment dans un thème qui touche vraiment la société. Alors du coup, sur le produit en lui-même, effectivement, on touche quand même des personnes en situation de handicap. Donc, on a volonté d'améliorer les outils qui sont mis à leur disposition. Mais indirectement, dans la logique qu'on essaie d'intégrer, que ce soit dans l'entreprise ou dans le projet, on essaye de solliciter tout l'écosystème de personnes en situation de handicap, tous les acteurs locaux ou nationaux, pour mettre en avant justement l'accessibilité et surtout l'inclusion. Alors je précise, dans le rapport également, c'est souligné que le PIL a entamé un partenariat avec le département de la Meurthe-et-Moselle ciblé sur le champ de l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, un chiffre révélateur, 156 projets relevés de l'économie sociale et solidaire sur 2021 et 437 en 5 ans entre 2016 et 2021. Plus généralement, comment le PIL sensibilise ses étudiants entrepreneurs aux questions sociétales? Alors là, on peut parler également de développement durable, d'autres thématiques qui ne sont pas forcément relatives à votre projet, mais qui sont très présentes. Alors moi je dirais que dans un premier temps, il y a toute une activité qui se fait autour de l'événementiel, donc l'accompagnement des étudiants. Et après plus directement sur l'accompagnement qui est quand même assez personnalisé au PIL. Moi ils ont agi par exemple sur 2 points de mon projet qui étaient tout d'abord l'écosystème, où il y a eu vraiment une mise en lien avec l'écosystème local et tous les acteurs qui étaient soit en lien avec mon produit, soit qui avaient cette logique de développement durable, parce que pour une vision en tout cas d'avenir qui était cohérente avec les besoins actuels. Et le reste se faisait finalement sur leur expertise, où ils savent solliciter les outils ou simplement les personnes qui peuvent nous apporter des compétences ou surtout des perspectives sur ces points-là. Un mot pour terminer sur les prochains défis pour Braille, pour le projet 2022, ça s'annonce comment? Alors 2022 pour nous c'est l'attaque du marché, donc sur le marché francophone, donc belge, québécois, sénégalais et français. Et l'objectif aussi de finaliser l'année sur une équipe qui s'élève à 7 personnes, dont 2 personnes en situation de handicap. Très bien, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup Jean Massou de nous avoir Merci parlé de l'impact sociétal. Donc, dans ce rapport, on va poursuivre avec le 4e impact qui est l'impact sur l'image dans notre territoire. Et nous accueillons le cofondateur de Juggle, ancien étudiant entrepreneur, Corentin Carbiriou. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Alors on a parlé de Juggle pour lancer ce 4e impact. Juggle que vous avez lancé, une application en 2017 qui facilite le lien entre les parents, enfants d'autistes et les professionnels de santé. Quelques mots également pour nous présenter Juggle qui a grandi déjà depuis maintenant 5 ans. Oui, effectivement. Alors, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Juggle, qui est spécialisée dans les logiciels d'évaluation des troubles neurodéveloppementaux. Et donc, notre cible, ce sont les établissements et services médico-sociaux qui évaluent ces troubles pour accompagner le mieux possible des enfants ou adultes handicapés. Et puis, évidemment, le sujet suivant, c'est la connexion avec les familles, comment on les implique, comment on facilite le lien entre les professionnels, les personnes accompagnées et les familles. Alors, quelques chiffres significatifs pour qu'on se rende compte aussi de l'importance qu'a pris Juggle, le nombre d'emplois que vous avez réussi à créer, etc. Une petite fiche de votre entreprise. Alors, les chiffres standards des startups, on a été en moyenne une dizaine de salariés cette année. Depuis la création, on a levé à peu près 1,5 million d'euros, ce qui nous a permis de porter le projet dans les ambitions que nous avions. Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez savoir d'autre. 700 personnes accompagnées aujourd'hui dans les structures médico-sociales avec nos logiciels. Alors, on peut parler d'image de marque quelque part, et vous avez peut-être le mesurer, parce que quand on sort du PIL, on bénéficie peut-être d'une certaine image de marque. Est-ce que ça, vous l'avez mesuré, vous, quand vous avez ensuite lancé Juggle et l'avez développé derrière? C'est-à-dire que, par exemple, aussi médiatiquement parlant, il y a une présence quand même accrue pour le PIL. En 2020-2021, je relève 121 articles de presse qui sont parus, donc c'est de plus en plus connu, c'est de plus en plus référencé, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez ressenti après, en lançant, et après le lancement de Juggle? Oui, effectivement, il y a eu 2 phases. Il y a eu une première phase quand
quand j'ai commencé le projet, c'était aussi une période où le PIL était assez jeune, où les projets qui sortaient du PIL, on n'avait pas énormément de recul. Et donc on était, en présentant le fait qu'on venait du PIL, on était accompagné avec beaucoup de bienveillance par tout l'écosystème. Voilà, quand on allait se présenter à une banque en disant qu'on venait du PIL, on avait un accueil naturel qui était bienveillant, qui était voilà, critique pour nous aider à grandir, mais un véritable accompagnement. Et petit à petit, avec le temps, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sorties, des entreprises très sérieuses, avec des entrepreneurs qui aujourd'hui sont reconnus dans la région. Et donc maintenant, le logo PIL devient une véritable marque d'action entrepreneuriale. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il y a vraiment eu 2 étapes, et je pense que ces 2 étapes sont importantes. À la fois donner envie et permettre à l'écosystème d'accueillir les jeunes du PIL, et puis ensuite de porter les ambitions de tous ces entrepreneurs. Donc le rapport le dit très clairement, image très positive sur le territoire, vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Un mot également, parce que vous êtes le président du club alumni du PIL. Dites-nous en quelques mots quelles actions vous menez à ce titre-là, et est-ce que vous essayez d'entretenir, d'augmenter les liens aussi entre les différents, les anciens élèves, les anciens étudiants entrepreneurs du PIL? Quels liens existent-ils entre eux et comment vous réussissez peut-être à les développer? Ouais, alors je suis très fier de cette casquette. C'est l'occasion pour moi de revenir dans le PIL après en être parti pour créer une entreprise. Et ce réseau alumni, on le voit comme une opportunité de faire revenir des étudiants entrepreneurs qui ont créé leur entreprise il y a 1, 2 ou 3 ans, qui soit sont toujours entrepreneurs aujourd'hui et continuent de diriger leur entreprise, soit sont allés vers d'autres projets, soit du salariat, soit d'autres choses. Et ça permet de démystifier le parcours pour des jeunes étudiants entrepreneurs qui ne se rendent pas forcément compte des prochaines étapes qui vont arriver. Parce que quand on regarde dans les médias, on tape sur Google entrepreneuriat, chef d'entreprise, on va trouver des histoires qui sont des histoires exceptionnelles, qui ont mis 20 ans à être construites. Et voilà, ça construit très vite des mythes et c'est difficile de voir les différentes étapes. Alors que quand on invite une personne qui a 1, 2, 3 ans de plus d'entrepreneuriat ou même en âge, de plus que les personnes qui sont présentes dans la salle pour lancer leur projet, c'est très concret, c'est très matériel et je pense que c'est très motivant de voir quelqu'un qui a un parcours qui nous ressemble finalement. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels vous allez travailler en 2022, resserrer toujours plus ces liens et faire que voilà, les anciens puissent communiquer entre eux avec les jeunes. On va faire la passerelle avec les nouvelles générations. Oui, et puis il y a aussi une demande qui nous est faite des anciens étudiants entrepreneurs qui ont tous un véritable attachement au PIL. C'est une communauté qui laisse pas indifférents les étudiants entrepreneurs qui passent à travers le PIL. Et voilà, c'est très facile de mobiliser les anciens. Ils ont vraiment envie de venir partager leur histoire, partager leur expérience et aussi filer un coup de main aux plus jeunes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Corentin. Donc, on souhaite tout le meilleur à Juggle pour 2022 et pour la suite. Merci beaucoup. Merci. On va passer au 5e impact ce soir, l'impact éducatif avec Aramis Marin qui est coordinateur pédagogique du PIL. Voilà, donc 5e impact étudié ce soir et qui figure également dans ce rapport que l'on a vu tout à l'heure, l'impact éducatif avec Aramis Marin. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va parler de formation notamment, puisqu'on le sait, on l'a vu, on l'a lu, que 5 ans, il y a plus de 50 activités de formation par an qui sont développées par le PIL. Quelles sont-elles finalement et comment y a-t-on accès? Comment on peut se renseigner sur ces formations-là? Les formations, on a différentes actions, que ce soit pour les composants de l'Université de Lorraine ou pour nos étudiants entrepreneurs, donc qui ont le statut national d'étudiant entrepreneur qui est évoqué il y a quelques instants. Ça se passe souvent par une demande soit de l'école de rattachement de l'étudiant, soit parce qu'on a des parcours de formation qu'on propose soit pour la maturation des projets entrepreneuriaux, soit pour l'accélération. Et on propose des formations dans plusieurs thématiques, que ce soit la communication, que ce soit la connaissance de soi, les montages financiers, les aspects juridiques, vraiment toute la thématique qui peut toucher les projets entrepreneuriaux. On a même des vidéos d'auto-formation, donc on s'est enregistré avec des collègues enseignants, des collègues professionnels qui souhaitent partager leur savoir-faire avec nos étudiants et donc sont disponibles sur les sites de l'Université de Lorraine. On a un serveur vidéo, et donc tout le monde peut accéder. Il suffit de chercher ces formations-là. On a aussi, le PIL participe avec l'IAEDMS, avec les diplômes étudiants entrepreneurs. Il y a les diplômes de résilience des territoires par l'entrepreneuriat. On a les masters entrepreneuriat et développement d'activités, qui on a un double diplôme avec les écoles d'ingénieurs, avec les masters santé à Metz. Donc on participe à énormément d'activités de formation et c'est une fierté pour nous de pouvoir partager notre savoir-faire de la culture entrepreneuriale qui fait partie d'un des 3 piliers, de sensibiliser, former, accompagner, donc la formation
vraiment central dans ce sens. D'ailleurs, on peut même parler de dimension internationale, hein, puisqu'il existe aussi un impact d'attraction nationale et internationale. Il faut savoir quand même que 37% des étudiants entrepreneurs sont issus d'autres régions ou viennent de l'étranger. Quel type de collaboration, et là je parle en matière de formation, existe-t-il au niveau justement national et international ? Donc, je réponds d'abord sur l'attractivité. Ben, c'est tellement attractif que même ils invitent un Mexicain à coordonner les activités. Voilà, on a l'exemple précis. Un exemple précis d'attractivité internationale. Au niveau, oui, donc notre objectif, c'est de permettre à tous les étudiants qui le désirent de faire une expérience entrepreneuriale. Donc, s'il y a des étrangers qui souhaitent partager leur savoir-faire, leur culture, qui portent un projet et qui souhaitent les développer au territoire, bah, nous, on est hyper contents de les accompagner. S'il y a des personnes qui ne sont pas lorrains et qui viennent justement s'installer dans les Grands Est et qui tombent amoureux et qui souhaitent développer le territoire, bah, on va les aider pour qu'ils réussissent bah, avec nos partenaires, la Banque Populaire, les cabinets, la Fondation ICICO, bah, tous les partenaires qui soutiennent. On lève les barrières, quoi, comme disait tout à l'heure Christophe. On lève les barrières, on les accompagne, donc c'est normal qu'ils trouvent qu'on peut leur faciliter aussi leur implantation et leur accueil dans cette région. Après, au niveau des collaborations nationales, bah, on va être souvent en lien avec les réseaux Pépites qu'on avait évoqué aussi. On mutualise quelques ressources, des formations en ligne. Bon, il faut dire que le Covid nous a poussé à développer les formations en ligne, il nous a poussé à faire les visios. Donc aujourd'hui, on peut mutualiser. S'il y a une formation à Paris, à Strasbourg, à Lyon, on s'invite, on s'envoie les liens. Si la thématique nous intéresse, bah, on les partage avec tous les étudiants. Et pareil, si on a quelque chose à proposer au reste du réseau, il y a cette collaboration nationale. Au niveau international, on a quelques accords d'échange avec le Canada, avec la Suisse, avec le Liban, le Maroc, le Mexique. On a un programme International at Home qu'on a développé justement grâce au Covid. On invite des partenaires même des États-Unis, de l'Amérique du Sud. Donc on a vraiment des belles collaborations. On reçoit des délégations des collègues et des étudiants pareil, de ces pays-là. On est tellement attractif qu'il y a des gens qui viennent nous demander de leur former à notre méthode d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Notamment là, je pense, on est en train de signer un accord avec Dakar pour que justement on puisse former des étudiants entrepreneurs là-bas. Donc c'est une belle fierté de pouvoir partager notre savoir-faire autour de la fabrique de l'entrepreneuriat qui évoquait Christophe. Alors vous l'avez un peu évoqué dans tout ce que vous venez de dire, mais d'une manière plus générale, et j'insiste là-dessus parce que c'est très important, quelle est l'importance de la formation aujourd'hui pour le développement finalement de ce qu'on peut appeler la culture entrepreneuriale ? Bah, pour nous, la culture entrepreneuriale passe par le fait d'être entrepreneur avant d'être entrepreneur. Donc, c'est cette idée aussi de l'état gasseux qu'on avait évoqué, les intervenants précédents. Dans cet état gasseux, on peut se concentrer sur les compétences. Donc, l'effet d'être autonome, l'effet d'être curieux, la gestion de projet. On pense que c'est des compétences, on est convaincu que c'est des compétences qu'on acquiert. Ce n'est pas inné. Et du moment qu'on peut l'acquérir, la formation trouve toute sa place et toute sa légitimité parce que mon rôle en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que formateur, en tant que coordinateur pédagogique, c'est de trouver, donc de m'écosser un peu les ménages, pour trouver des manières innovantes qui vont favoriser l'expérience entrepreneuriale de nos étudiants, des personnes qui souhaitent savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Donc, c'est une place fondamentale qui permet le développement des compétences. Et donc, comme je disais, ça fait partie de nos 3 piliers, sensibiliser, former, accompagner. Donc, on est tellement convaincus de l'importance de la formation qu'aujourd'hui, même les collègues de l'université, on a créé un réseau de référents pédagogiques. Et on incite nos étudiants à suivre des formations, à venir tester au PIL n'importe quel projet, que ce soit associatif, que ce soit des créations d'entreprises, que ce soit de la junior entreprise. Et donc, on est aujourd'hui 50 collègues de beaucoup des composants de l'Université de Lorraine et on espère, on est convaincus, on sait qu'on va attirer tous ceux qui nous restent, tous ceux qui sont encore libres, on va les attirer pour que dans toutes les composantes il y ait un référent pédagogique qui fait la promotion de la culture entrepreneuriale. Eh bien, merci beaucoup Aramis Marin de nous avoir parlé donc de l'impact éducatif. On va terminer avec les 2 derniers impacts qui sont les impacts dans l'écosystème régional et l'impact financier avec Christophe Schmitt qui revient sur ce plateau. Merci beaucoup.
Voilà, Christophe Schmitt, donc responsable du PIL. On boucle la boucle, hein, Christophe, puisque vous nous rejoignez pour terminer cette retransmission. On va parler là de deux impacts très importants, effectivement. On va commencer par l'écosystème régional. Alors, il faut quand même dire, en préambule, que ce rapport montre clairement que le PIL bénéficie d'une très forte insertion dans son écosystème régional, national aussi, international. Mais là, on parle vraiment de l'écosystème régional, en l'occurrence. Oui, et c'est même un enjeu fort pour la réussite. Hein. Si on arrive, on va dire, à développer autant de formations, d'activités, et on a autant d'étudiants entrepreneurs, c'est parce qu'il y a un écosystème qui est fort. Et j'en profite aussi, je sais que les structures d'accompagnement, nos différents partenaires nous regardent, donc je les salue pour tout le travail qui est fait, c'est vraiment important. Quand on a commencé sur l'entrepreneuriat, la difficulté, c'était, on va dire, on ne parlait pas vraiment de la même chose. Souvent, c'était, on pense création d'entreprise. Et nous, c'était le développement de la culture entrepreneuriale. Donc l'objectif, ce n'est pas de créer des entreprises. La création d'entreprise, ça devient, on va dire, une conséquence d'un processus. Donc il a fallu, on va dire, acculturer les uns et les autres en interne, à l'université et puis aussi à l'externe, pour montrer, on va dire, ce travail sur le développement des compétences et de travailler avec nous, on va dire, pour pouvoir environnementer. C'est comme un sportif de haut niveau. À un moment donné, on a des personnes qu'il faut, le kiné, le préparateur, tout le staff, pour pouvoir, on va dire, leur permettre de travailler sur leur projet et de pouvoir s'essayer. Il n'y a pas de bons et de mauvais projets. Il y a, on va dire, des idées, des jeunes qui ont envie de se battre pour leurs projets, pour leurs valeurs. Et ça, l'écosystème l'a vite compris et a vite répondu présent. Alors que ce soit Banque Populaire qui ce soir présent, mais aussi la Fondation Isico, dès le début, ils ont compris, on va dire, l'intérêt. C'est-à-dire de venir pour pouvoir, on va dire, aider à développer ces compétences-là, à les interpeller, à poser des questions, parce qu'il faut comprendre, en gros, c'est quoi les métiers des autres, comment ils peuvent m'aider, et comprendre aussi, derrière, les porteurs de projets. Ils ont compris aussi que c'était l'état gazeux, comme ça a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que ce n'est pas la même question que si on vient avec c'est quoi le plan de trésorerie, tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on a un écosystème qui est bienveillant. Ça, c'est vraiment très, très important. Et quand on fait des opérations, on a l'ensemble des écosystèmes. Alors j'ai parlé de Banque Populaire et Isico, mais on a aussi les collectivités qui sont avec nous, que ce soit les départements, les métropoles, la région. Ça aussi, c'est très important parce que ça leur permet aussi d'identifier, de repérer les porteurs de projets, de pouvoir aussi les aider, les accompagner avec des bourses, d'autres types d'accompagnement pour aller plus loin. Et c'est aussi un moyen de développer des choses nouvelles. Par exemple, avec l'incubateur Lorrain, on a développé un programme qui s'appelle Entreprendre par la recherche, où l'objectif, c'est de se dire comment des projets qui n'ont pas forcément de lien avec la recherche, les étudiants ne sont pas vraiment dans le domaine de la recherche, comment ils peuvent, on va dire, bénéficier du support et du soutien de la recherche au sein de l'Université de Lorraine. Et du coup, on a des beaux projets. Jogel en fait partie, Bray en fait partie aussi. Et ça, c'est important parce que finalement, c'est aussi des projets qui ont un fort potentiel de création de valeur et de développement sur le territoire. Alors peut-être juste encore un mot sur le territoire, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et passionnant. Souvent, on m'a dit, mais si on va les former, ils vont partir. Et notamment, on sait un peu le côté attractif que pourrait avoir le Luxembourg ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on le voit et on l'a démontré, c'est que l'écosystème, pourquoi ça fonctionne bien et pourquoi les porteurs de projets restent, et je reviendrai sur un exemple juste après, parce que justement, on a pu avoir ce collectif, ce côté bienveillant qui a permis aux porteurs de projets de s'inscrire dans le territoire. Donc du coup, après, ce n'est pas intéressant forcément d'aller autre part, d'aller s'installer à d'autres endroits. Et donc ça, c'est aussi la force, on va dire, du collectif sur lequel on est. L'ancrage. L'ancrage. Et j'ai en tête un projet, un des premiers projets, on va dire, qui s'est développé, qui est passé par chez nous, c'est Inbo. C'est une entreprise dans le domaine du bois. Ils font des lunettes en bois, des skateboards en bois. Aujourd'hui, ils sont d'Épinal. Aujourd'hui, ils ont une entreprise qui a plus de 20 salariés, plus d'1 million de chiffre d'affaires. Et sur les 5 qui ont monté l'entreprise, il n'y en a pas un qui était lorrain, pas un qui était vosgien. Donc c'est le fait de porter des projets, le fait de les accompagner permet d'ancrer sur le territoire les porteurs de projets de demain. Quelle piste encore peut-être pour renforcer encore plus cet écosystème? On parlait un peu d'avenir, alors le rapport évidemment a fait un constat, mais on peut aussi parler de ce qui peut arriver. Donc comment on peut faire pour encore renforcer un peu cet écosystème-là? Alors, des pistes, on va dire, une qui me paraît très importante, on a parlé de cet état gazeux, c'est-à-dire vraiment tout au début. Il y a des risques, mais ces risques sont faibles. On va dire comment on peut, alors on a les bourses régionales qui viennent nous aider par exemple là-dessus, mais comment on peut encore aller un peu plus loin pour pouvoir, on va dire, remettre 300, 400 euros, pas forcément des grosses sommes,
pour, on va dire, les aider à faire un deuxième pas. Ils font le premier pas, on les aide à faire le deuxième pas. Et à partir de ça, on va dire, ça peut débloquer des situations qui sont simples. Ils sont étudiants, ils n'ont pas toujours les moyens. Aller, on va dire, acheter un site internet, aller, on va dire, se déplacer à tel endroit, participer à un salon professionnel, ça coûte un peu d'argent. Ce n'est pas des grosses sommes, mais des fois, ça peut leur permettre de débloquer une situation et de leur permettre, on va dire, de s'essayer à l'entrepreneuriat. C'est aussi un pari que nous devons faire, nous, au sens collectif du terme, sur l'avenir, et de pouvoir miser sur ces jeunes et se dire, bon, donnons-leur leur possibilité d'essayer. Si demain, on va dire, ce qui va se passer, ce n'est pas la création d'entreprise. C'est demain, ils sont formés pour travailler aussi dans les organisations et de pouvoir aussi développer des innovations, développer de la valeur qui leur permettra et qui nous permettra d'être, on va dire, une région, un pays qui soit, on va dire, à la pointe de ce que la société souhaitera à ce moment-là. Alors Christophe Schmitt, on va terminer avec le dernier thème, le dernier impact en l'occurrence, l'impact financier. Alors on le voit dans le rapport, c'est très clairement écrit que les montants investis dans l'économie régionale sont considérables. Alors le rapport notamment démontre, on parle là d'estimation, que l'impact financier du PIL est très important sur son territoire, 14,5 millions d'euros et surtout environ 50 millions d'euros si on prend en compte ce qu'on appelle l'effet multiplicateur, c'est-à-dire une estimation, l'estimation de l'effet multiplicateur est très importante parce que c'est la somme elle-même dépensée dans l'économie locale. Donc un mot quand même sur ces chiffres qui sont quand même assez parlants. Alors, un mot par rapport à ça, c'est quand même, on va dire aussi pour nous, et là je remercie aussi le BSIS parce que ça nous a permis, en gros, sur les 7 thèmes qui ont été évoqués, d'avoir un regard différent sur ce qu'on faisait. On sait faire les choses, mais on va dire on n'avait pas forcément les outils pour pouvoir nous poser et nous regarder. L'image que j'aime bien, c'est de descendre de son vélo pour se regarder pédaler. Pas toujours évident. Et là, je remercie le BSIS pour son aide, justement, et de pouvoir montrer ces éléments-là. Parce qu'on a des partenaires qui nous soutiennent, qui nous financent. Et je pense que c'est important, on va dire, qu'on puisse leur montrer comment utiliser l'argent en termes d'activité, mais aussi l'impact que ça peut avoir en tant que tel. Et nous-mêmes, on n'imaginait pas, on va dire, qu'on avait un tel impact sur le territoire. Ce qui veut dire, on va dire, pour traduire les chiffres différemment, c'est 1 euro mis dans le PIL, c'est 60 euros qui est sur le territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui va nous permettre aussi d'avancer par rapport à ces notions-là. Et du coup, pour faire le lien avec ce que vous évoquiez tout à l'heure, si on met des bourses plutôt, on va dire, à disposition des étudiants entrepreneurs, c'est aussi, on va dire, cette capacité à développer de l'activité, capacité aussi, on va dire, à développer des nouveaux projets. Alors, il n'y a pas que des entreprises dans ce qu'on se dit, il y a aussi des associations, mais il y a aussi des programmes de recherche, comme ça a été évoqué tout à l'heure, qui permettent à un moment donné de développer aussi des nouvelles connaissances et qui fait partie aussi, à un moment donné, de l'impact qu'on peut avoir sur le territoire. Donc là, il y a une grande richesse, on va dire, à travers l'ensemble du diagnostic qui a pu être fait. C'est vrai que c'est important quand on lit dans le rapport que le développement du pôle, et ça c'est un point qui est particulièrement parlant, le développement du pôle ne peut entraîner qu'un accroissement de l'impact financier, donc forcément quelque chose de positif, plus, on peut le dire même pour la région d'un point de vue économique. Et Pierre-Louis Dubois en parlait tout à l'heure, à l'inverse, si on imaginait la disparition du PIL, et c'est là qu'on montre toute l'importance aujourd'hui du PIL d'un point de vue financier, en tout cas son impact, ça engendrerait des conséquences plutôt très négatives. Donc ça, le rapport le met très bien en avant, en tous les cas. Ne nous portez pas malheur. Non, c'est de la pure fiction. Bien sûr, mais derrière, ça montre aussi qu'on a su, on va dire, s'ancrer sur le territoire, montrer, on va dire, l'intérêt qu'il pouvait y avoir. Comme je le disais au début, il y a 10 ans, on se posait plutôt la question, mais nous, on veut aider les créations d'entreprises. Et nous, on leur disait, non, c'est vraiment au début de pouvoir initier, permettre, on va dire, l'initiative, permettre, on va dire, de s'essayer à l'entrepreneuriat. Et je crois qu'aujourd'hui, on a réussi le pari, comme ça a été dit aussi par François Grosdidier tout à l'heure, et l'ensemble des partenaires qui sont présents, c'est que finalement, le pari qu'on a fait de l'état gazeux très en amont, c'est un pari qui était audacieux, mais qui est payant. Et j'aime dire aussi que finalement, on a levé un paradoxe qui est en gros, moins on parle de création d'entreprise, plus il y a de création d'entreprise. Parce que l'objectif des porteurs de projets, ce n'est pas de créer des entreprises. Quand Jean a parlé tout à l'heure, quand Corentin a pris la parole, je me souviens très bien au tout début, ce n'était pas forcément pour créer des entreprises, mais ils avaient un projet. Ils avaient envie de se battre pour ce projet-là. Ils avaient des valeurs qu'ils voulaient partager avec les autres. Et la création d'entreprise, c'est quoi? C'est juste une conséquence, on va dire, d'un parcours. C'est, on va dire, une enveloppe organisationnelle qu'il faut donner à un moment donné. Mais l'essentiel, il n'est pas là. L'essentiel, il est sur justement leur capacité à se réaliser,
cette capacité à développer, on va dire, de la valeur sur le territoire. Et cette idée qui nous tient à cœur, on va dire au PIL, c'est pas entreprendre, c'est plutôt l'idée de s'entreprendre. Et dans cette idée de s'entreprendre, on va dire, c'est permettre eux-mêmes, on va dire, de savoir un peu ce qu'ils veulent faire, de s'essayer. Et je pense qu'ils finissent dans leur parcours avec une richesse, avec une vraie réflexion sur eux-mêmes, et puis aussi une vision de ce qu'ils veulent faire qui leur permettent d'avancer dans la vie. Alors Christophe Saillant a évoqué les 7 impacts qui sont dans ce rapport-là. On va passer maintenant à la conclusion, essayer de conclure. Il y a en tout cas un élément qui me paraît important que j'ai relevé dans le rapport, dans la conclusion des experts, c'est que le PIL possède un effet de réseau et d'enracinement qui ne va que se développer. Le temps est l'allié du PIL. Et c'est ce qu'on peut dire finalement pour ouvrir un petit peu et pour conclure un peu tout cela. Oui, on va dire pour les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? C'est justement de pouvoir continuer comme ça. Pourquoi aussi ça fonctionne? Parce qu'on considère qu'un étudiant entrepreneur, ça ne nous appartient pas. Ça fait partie, on va dire, on est un morceau du puzzle. Et on a été chercher chaque morceau du puzzle. Et je dirais que le puzzle n'est peut-être pas encore fermé. Il y a encore des pièces à poser. L'entrepreneur d'hier, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, ce n'est pas celui de demain. Donc il faudra encore faire avancer les choses. Aramis l'a évoqué sur les pédagogies, mais aussi sur l'accompagnement. Il y a de nouveaux outils qui se mettent aussi en place, que ça vienne nous interpeller. C'est autant de choses qui renvoient à cette connaissance scientifique que Julien Husson a évoqué tout à l'heure. Donc on a bien ces liens-là, et je dirais que les 10 prochaines années, c'est autant de bonheur aussi pour se réinventer, pour créer des nouvelles dynamiques et de pouvoir continuer dans ce qu'on est en train de faire. Je dirais une évolution dans la continuité. Un mot pour terminer sur le rapport donc, que vous avez parcouru en détail évidemment, sur cette méthodologie qui a été appliquée au pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Je dirais le mot que j'ai, c'est merci. Merci aux étudiants entrepreneurs pour leur confiance. Merci aussi à l'ensemble des collègues universitaires qui sont à nos côtés quotidiennement pour pouvoir, on va dire, faire le lien avec les étudiants entrepreneurs. Et puis, merci aussi à l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui permettent aux étudiants entrepreneurs de grandir et de faire avancer leurs projets. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir ce partage, et c'est des nouvelles années qui s'annoncent devant nous. Et puis, un petit merci aussi technique, entre guillemets, au BSIS pour vraiment tout l'apport qui a pu être fait, et à la FNEJ, parce que pour nous, ça a été vraiment un moment important. Et symboliquement, ça nous permet de passer des 10 ans qu'on a déjà pu faire à les 10 prochaines années avec un programme, on va dire, de travail, avec une envie aussi au niveau de l'équipe pour pouvoir continuer à aller plus loin. Aller plus loin. Merci beaucoup, en tout cas, c'est le mot de la fin. Merci Christophe. Et meilleurs vœux à tous pour 2022. Effectivement, pour 2022, meilleurs vœux, très belle année. Merci à l'Université de Lorraine, merci au PIL évidemment, merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus intervenir sur ce plateau. Merci également à l'Agence Alternative pour cette émission et à Séquence K. Merci, bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt.